Bonjour à tous. On va peut-être commencer. Merci du coup de votre persévérance pour rester jusqu'au bout de cette journée, la dernière atelier de la journée. Donc ravi de pouvoir vous partager aujourd'hui les enseignements clés qu'on a tirés d'une étude qu'on a menée auprès de décideurs pendant plusieurs mois. Donc moi je suis Solène Collignon, je suis la directrice générale de The Editorialist. Donc en quelques mots, The Editorialist, c'est un service éditorial qui est spécialisé dans la production de contenu d'expertise pour aider les entreprises à bien informer leur écosystème professionnel, donc que ce soit des salariés, des clients, des journalistes ou des investisseurs, voilà, avec la conviction que l'information, justement, lorsqu'elle est fiable, étayée, attractive, c'est aussi un levier puissant au service de la vitalité économique des organisations et de leur transformation durable. Et on accompagne aujourd'hui un peu plus de 300 clients, grands groupes français et internationaux, avec l'objectif de les aider à émerger au sein de cet écosystème pro, avec un bon storytelling, des formats dans les meilleurs dispositifs actuels et une bonne connaissance des attentes de leurs audiences. Donc pour commencer un petit peu et vous introduire le propos, en fait, on a donc mené cette étude aux côtés des directions communication et marketing qu'on accompagne au quotidien. Et également, notre cellule Veille et Insights a mené plusieurs mois de recherche et a eu la chance également de mener des entretiens exclusifs avec des décideurs assez représentatifs de domaines variés, donc avec la directrice éditoriale de LinkedIn, Sandrine Chauvin, le directeur de l'Informé sur la partie média et la directrice marketing de KPMG. Ça nous a donné différentes focales aussi sur la manière dont les décideurs aujourd'hui s'informaient, ce dont ils avaient besoin pour être convaincus aussi par un service et une proposition de valeur. Donc pour bien situer le propos, en fait, quand on parle de décideurs, de qui on parle exactement, c'est hyper important de bien comprendre et segmenter son audience pour être pertinent dans son approche et de pouvoir analyser ses résultats. Donc quand on parle de décideurs, ça peut être assez varié. Aujourd'hui, quand on mappe un petit peu les membres du COMEX, donc la dizaine de personnes des principaux groupes des entreprises cotées en France et en Europe, on en dénombre un peu plus de 6000. Ce qui est très différent des un peu plus de 5 millions de cadres dirigeants qui existent en France. Donc, c'est vraiment en Europe, pardon. Donc, c'est important de bien comprendre et connaître à qui on s'adresse exactement, parce que voilà, si jamais via vos dispositifs de contenu, vos newsletters, vous arrivez par exemple à cibler ou à atteindre 600 personnes, sur les 6000, c'est pas mal. Si en fait vous en visiez 5 millions, c'est pas la même approche. Donc, hyper important de bien comprendre et appréhender cette audience. Sur les quelques tendances qu'on observe aussi, donc évidemment il y a heureusement donc de plus en plus de femmes qui sont sur les postes de direction. Donc là il y a une forte augmentation, enfin 10 points d'augmentation, donc c'est pas encore suffisant, mais ça va dans la bonne direction. Donc c'est important d'avoir en tête aussi la diversité de ces profils qui s'installent et toujours du coup des dirigeants, donc un peu plus de près de 60% des CEO qui sont issus des grandes écoles. Donc c'est important de mapper aussi des réseaux d'écoles desquels ils proviennent pour pouvoir se greffer et s'insérer aussi dans ces réseaux existants. Donc la connaissance de ses audiences et sa segmentation, elle est clé pour pouvoir bien caler sa stratégie et piloter ses résultats. Des caractéristiques aussi clés de cette audience-là. Donc c'est une audience assez spécifique dans le sens où donc on souhaite tous les directions comme la communication du marketing souhaitent les atteindre, mais ne savent pas forcément de quelle manière. Elle est assez complexe à appréhender. Donc elles ont peu de temps à consacrer à vos informations, à vos contenus. Donc ça, c'est sans surprise. Donc c'est des audiences qui sont très sollicitées. La spécificité aussi qui est intéressante, c'est que c'est des personnes qui sont très demandeuses, enfin, en tout cas qui sont à l'écoute de contenu business. Elles font confiance au contenu business. Elles sont preneuses de consulter, de lire des contenus qui proviennent des entreprises et de la sphère business. Donc ça, il y a quand même une grande majorité de dirigeants, 78%, qui sont en attente de contenu de ce type. En revanche, le revers de la médaille, c'est qu'il faut du coup leur apporter de l'information très pointue, utile, informative, qui vont pouvoir permettre d'éclairer leurs décisions. Donc il faut pouvoir, on a une vraie opportunité pour bien les informer, mais il faut le faire de la bonne manière. Donc ils sont en demande de contenu premium. Un point aussi clé spécifique de cette audience, c'est qu'ils font très confiance à leur réseau de pairs. Donc les échanges peer-to-peer, ils sont hyper importants à avoir en tête. Donc pour pouvoir notamment dans vos contenus intégrer des interviews d'experts qui sont dans leur sphère d'influence, de mettre en scène aussi vos propres dirigeants, vos propres experts métiers, pour pouvoir créer des relations de confiance et d'estime avec cette audience-là.
Donc la partie relationnelle et peer-to-peer, elle est décisive parce que pour eux, donc on a dénombré ce chiffre, 85% des C-level déclarent faire confiance aux préconisations d'une personne qui juge, qu'ils estiment dans leur réseau pour prendre des décisions aussi sur des achats ou autres. Donc la sphère d'influence, elle est hyper importante à intégrer de la bonne manière. Et le quatrième point, donc c'est la courte fenêtre d'attention. Donc ça, voilà, c'est aussi à travers les contenus et les dispositifs que vous déployez, aller directement dans le vif du sujet. Donc on évite évidemment les contenus trop génériques ou qui répètent des chiffres sur leur secteur ou leur industrie qu'ils connaissent déjà, mais l'idée c'est plutôt de les aider à détecter des signaux faibles, anticiper des tendances, avoir vraiment un pas d'avance sur la manière dont ils vont pouvoir aussi construire leur stratégie et prendre leurs décisions. Donc ça, c'est un point clé. Et un cinquième qu'on pourrait ajouter, qu'on n'a pas mis sur cette slide, mais qui nous a aussi marqué, c'est suite au mouvement de l'actualité que vous connaissez, c'est hyper important aussi d'être avec le bon niveau de réactivité sur l'actu. Donc pouvoir aussi les aider à décrypter ce qui se passe en termes d'enjeux géopolitiques, de transition environnementale, la guerre commerciale avec les tarifs douaniers, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer aussi, les enjeux de souveraineté européenne. Voilà, donc c'est des sujets un peu plus macro, méga tendances, mais qui sont importants aussi de disséminer dans vos contenus en réactivité par rapport à l'actualité pour pouvoir les aider aussi à prendre des décisions et à vous, du coup, vous avoir en tête sur la suite. Donc une fois qu'on a en tête ces caractéristiques, c'est hyper important du coup de savoir par quel biais ils s'informent, quels sont les canaux qu'ils privilégient aujourd'hui pour prendre des décisions, pour s'informer dans leur rituel au quotidien. Donc c'est devenu un enjeu stratégique. Donc sur la plateforme principale, sur le réseau social principal sur laquelle ils s'informent, donc c'est LinkedIn évidemment, donc plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde, 65 millions du coup de décideurs, dont 17 millions de thought leaders, donc des personnes qui sont top voices, qui ont une vraie communauté sur laquelle ils s'appuient aussi pour diffuser des messages. Et ça peut paraître dérisoire, mais c'est quand même important par rapport à la multiplicité des canaux qu'ils ont à dispo, mais ils passent quasiment 10 minutes par jour à consacrer, à lire, à faire de la veille, et à s'exprimer sur LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est vraiment ce que décrivait Sandrine Chauvin, la directrice éditoriale de LinkedIn. C'est un média conversationnel où les dirigeants vont à la fois pouvoir faire leur veille, aller chercher de l'info, mais aussi s'exprimer, valoriser une vision, des convictions. Donc il y a vraiment ce double enjeu à la fois d'informer et de leur porter à leur connaissance des informations pointues sur ce levier-là, mais également de pouvoir, dans votre propre organisation, porter une vraie stratégie d'e-advocacy. Donc voilà, c'est vraiment une dimension interactive sur ce réseau qui permet encore aujourd'hui d'avoir des échanges relativement apaisés par rapport à d'autres réseaux et qui en fait du coup un outil clé pour transmettre les messages stratégiques de l'entreprise. Et une autre donnée qui nous a marqué sur LinkedIn, c'est que donc dans la sphère anglo-saxonne, donc plutôt aux États-Unis, il y a 82% des investisseurs qui jugent que l'intervention des CEO sur LinkedIn est ultra importante pour prendre leurs décisions. Donc, par conséquent, on a observé un bond sur les 5-6 dernières années de 35% de la présence et de l'animation des dirigeants sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment une tendance qui progresse et c'est pour ça que les clients qu'on accompagne mettent en place des stratégies de porte-parole sur LinkedIn avec des experts et des top managers identifiés qui vont porter leur voix auprès de leur communauté. Et le paradoxe aussi, c'est qu'il y a une grande majorité d'entre eux aux États-Unis, 66%, qui estiment ne pas être suffisamment outillés pour bien s'exprimer sur LinkedIn, parce qu'il faut aussi connaître les codes de la plateforme, les enjeux de l'algorithme qui évoluent souvent, etc. Donc il y a aussi un enjeu d'accompagnement là-dessus. Et pour vous partager une citation aussi de Sandrine Chauvin, c'est vraiment en réussissant à structurer le discours de ces dirigeants, de ces porte-paroles, qu'on peut capitaliser sur ce qu'on appelle l'effet halo. Donc c'est le fait de pouvoir informer simultanément une grande variété d'audiences, donc des salariés, des investisseurs, des partenaires, des clients qui s'informent, ou des journalistes même qui s'informent et qui vont chercher des messages et des infos sur LinkedIn. Et du coup, chaque voix peut apporter une perspective singulière tout en contribuant au message général, à la stratégie de votre entreprise sur LinkedIn. Donc l'e-advocacy, c'est vraiment imposé comme un levier stratégique pour bien informer les décideurs aujourd'hui, notamment sur LinkedIn. Et sur les autres réseaux sociaux, donc là sur les réseaux sur lesquels s'informent les décideurs, donc il y a bien sûr X qui est un réseau sur lequel les décideurs s'informent toujours, donc qui est sans surprise en baisse depuis le rachat par Elon Musk, mais qui reste une plateforme quand même significative. Il y a toujours des classements sur les dirigeants les plus influents sur toutes plateformes confondues, pour le meilleur et pour le pire. Mais en tout cas, il y a une baisse quand même assez conséquente avec un mouvement vers d'autres plateformes alternatives comme Mastodon ou Blue Sky, mais X reste prédominant encore sur
sur la partie dirigeant. Et sur d'autres leviers comme YouTube ou TikTok, on observe vraiment des zones géographiques très marquées. Donc, par exemple, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Afrique les décideurs vont avoir plus le réflexe de s'exprimer et de partager des contenus sur ces réseaux. C'est un petit peu moins le cas en Europe, en tout cas c'est plus progressif. Mais voilà, il faut bien avoir en tête cet écosystème de réseaux sociaux, mais sur lequel vraiment LinkedIn reste prépondérant. Un autre point clé pour eux de source d'infos et de crédibilité, c'est tout ce qui va être presse économique et financière, donc internationale. Donc là, on voit le succès de l'audience et la particularité de l'audience, notamment du Financial Times ou de Forbes. Donc il y a plus d'un tiers de leurs abonnés et lecteurs qui font partie des C-level dans les entreprises. Donc réussir à être cité, à être reconnu, à intégrer ces médias-là, c'est aussi une manière de pouvoir émerger. Et on a également souligné le succès de la newsletter quotidienne Espresso de The Economist, qui est une bonne manière aussi de pouvoir présenter l'info avec un rythme qui est quand même assez conséquent et qui mixe du coup du partage d'infos, du point de vue d'experts, de la data vise sur des sujets d'actualité. Donc ça, c'est des bonnes sources d'inspi aussi pour voir ce qui fonctionne auprès des dirigeants. Donc là, voilà, ça montre l'importance d'adopter ces codes journalistiques aussi dans vos contenus. Et en France, la presse professionnelle aussi est vraiment celle sur laquelle les dirigeants accordent le plus de crédit. Donc là, par presse pro, on entend par exemple l'Argus de l'assurance, Option Finance, Private Equity sur la partie finance, LSA, Conso Retail, voilà, donc tous ces médias spécialisés, l'usine digitale aussi pour l'industrie, qui permettent d'avoir aussi, de créer des rendez-vous réguliers et de savoir du coup s'insérer de la bonne manière en owned ou en paid dans ces médias-là. Ça crée des fenêtres de visibilité qui sont aussi importante pour toucher ces cibles. Un rapide mot sur la télévision économique et financière. Donc ça, c'est des relais d'infos économiques importants parce qu'en fait, ils ont vraiment une audience globale. Donc quand on cible des marchés internationaux, c'est intéressant d'avoir aussi ces médias en tête. Donc notamment BBC News qui a une forte audience en dehors du UK à proprement dit. Voilà, donc ça, c'est aussi des médias qui restent prépondérants dans les leviers d'infos des décideurs et qui couvrent de plus en plus aussi les sujets autour des économies émergentes. Donc si vous avez, vous, des zones d'activité ou de services au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, c'est vraiment des zones qui intéressent en tout cas les journalistes de ces médias-là. Un avant-dernier point sur les canaux donc qui deviennent aussi prépondérants parmi les décideurs, c'est tout ce qui est podcast spécialisé. Donc ça, il y a quasiment un décideur sur deux aux États-Unis et en Angleterre qui s'informent principalement via du podcast. Donc le podcast est leur première source d'information. En France, c'est pas encore tout à fait ce ratio-là, mais ça augmente aussi progressivement. Et donc là, ce qu'ils préfèrent, c'est vraiment le format interview. Donc là aussi, ça rejoint le côté peer-to-peer pour être inspiré, voir des succès d'entrepreneurs, de leaders, en ayant donc la possibilité de faire intervenir des experts et des personnes reconnues dans votre écosystème dans ce type de dispositif est vraiment efficace auprès des décideurs et ça devient un levier clé pour eux d'infos. Parce que ça se consomme différemment des autres contenus, ça peut être consommé pas connecté et en dehors des heures de travail habituelles. Et ils s'informent principalement du coup sur Spotify et Apple Podcast, ce qui est un peu différent des autres audiences, enfin du reste des audiences qui sont plutôt YouTube et Spotify. Donc ça, j'y reviendrai, je vous partagerai quelques exemples. Et les derniers points, donc là, on a pas mal parlé de médias en ligne, de presse, de print et de digital, mais également, évidemment, les événements professionnels qui sont de plus en plus spécialisés aujourd'hui dans le monde et qui permettent de créer des relations de qualité aussi avec les décideurs. Donc on recense 31 000 aujourd'hui salons professionnels qui sont organisés chaque année sur des sujets B2B, avec une tendance à la spécialisation sur des sujets de niche, par exemple la mobilité électrique, la transition énergétique, comme on a vu Change Now il y a quelques semaines, sur l'intelligence artificielle également. Donc ça, c'est important aussi de mapper, vous, dans votre secteur, les événements sur lesquels c'est important de prendre la parole pour être reconnu auprès des décideurs que vous ciblez. Et à peu près la moitié des participants à ces salons sont des personnes aussi qui ont des postes de direction. Voilà, donc pour résumer un petit peu cette partie canaux avant d'attaquer la partie format, donc c'est vraiment des populations qui ont à cœur de s'informer en multicanal. Ils sont très connectés, donc c'est une vraie opportunité pour les entreprises et un rôle pour les équipes marketing et communication de prendre la parole et d'occuper le terrain sur les canaux digitaux sur lesquels ils s'informent, mais en étant un émetteur de confiance, donc avec vraiment de l'information pointue, d'actualité, sourcée et fiable pour pouvoir vraiment se différencier des contenus
très génériques ou autres qu'on peut retrouver sur ces réseaux. Donc ils attendent vraiment des analyses expertes et voilà, qui va leur permettre aussi de prendre des décisions rapides et éclairées sur leurs canaux et sur leur thématique, en ayant bien en tête le côté multicanal et le podcast qui émerge de plus en plus auprès de cette audience. Et donc, une fois qu'on a parlé un petit peu des tuyaux, des canaux d'activation, on voulait vous partager aussi quelques formats qui résonnent particulièrement auprès de cette cible et quels sont un peu les leviers clés de réussite quand on décide de lancer un dispositif de ce type-là. Donc, l'idée là-dessus, c'est vraiment d'avoir en tête quelques ordres de grandeur parce que ça permet de parfois déconstruire des idées reçues. Donc notamment, on a pas mal de clients qui ont parfois des idées reçues sur la partie newsletter en disant « Ah non, mais la newsletter, c'est un peu passé, tout le monde en fait, c'est impossible de se démarquer. » Mais en fait, les chiffres montrent qu'il y a quand même une énorme majorité de décideurs qui s'informent tous les jours en consultant des newsletters spécialisés. Donc 94%, c'est énorme. Il y en a plus de la moitié aussi qui passent plus d'1 heure par semaine à consulter des contenus de thought leadership. Donc ils vont vraiment proposer un éclairage particulier sur un secteur. Je vous partagerai quelques exemples de formats là-dessus. Et du coup, 27% des podcasts populaires qui appartiennent à la catégorie business. Donc avoir aussi ces ordres de grandeur, ça permet de défendre et de justifier des dispositifs qu'on lance ou de remettre au goût du jour certains dispositifs qu'on a déjà lancés. Alors sur la partie newsletter, donc il y a bien sûr 2 modes d'information principales aujourd'hui. Les newsletters classiques que vous connaissez, envoyés par email, qui sont directement envoyés depuis vos outils mail, et la newsletter LinkedIn qui enregistre une montée en progression quand même assez fulgurante parce que du coup, ça a le double bénéfice de pouvoir à la fois ancrer le positionnement de l'entreprise sur une thématique ou un combat particulier. L'idée, c'est pas d'avoir une newsletter d'actu sur votre boîte, ça tout le monde s'en fiche, mais en tout cas d'avoir une thématique, un point de valeur, un engagement particulier que vous matérialisez à travers une newsletter LinkedIn. Et le deuxième bénéfice, c'est que ça permet d'activer directement vos cibles via l'algorithme et via les notifications automatiques qui sont faites aux abonnés via l'outil LinkedIn. Donc ça permet de manière non intrusive de créer un vrai nurturing auprès de ces audiences, de créer un rendez-vous régulier avec une crédibilité qui émane aussi de la plateforme et de votre positionnement. Et donc les clés de succès, c'est bien sûr d'avoir une promesse éditoriale qui est claire, de se tenir aussi à la régularité. Quand on propose une fois par mois, une fois tous les 2 mois un décryptage, il faut pouvoir aussi être au rendez-vous sur ce rythme, et après de bien penser la structure de ce format. Donc là, ce qui marche bien, c'est avec des sections bien identifiées, une titraille qui est travaillée, de l'information qui est sourcée et qui est documentée. Et après, bien sûr, ne pas s'interdire de faire la promotion de cette newsletter sur d'autres canaux pour pouvoir aussi maximiser l'engagement sur ses abonnés. Donc, à titre d'exemple, par exemple, on a lancé notre propre newsletter LinkedIn dit éditorialiste et en quelques semaines, on a eu plus de 1500 abonnés. Donc, ça permet vraiment de se dire, en fait, on passe aussi une étape en termes d'abonnés et on élargit la communauté un petit peu organique qui vous connaît déjà. Donc pour vous partager quelques exemples, donc il y a des newsletters qui fonctionnent bien, donc des newsletters d'entreprises comme celle de Salesforce qui s'appelle Do More with AI, donc qui se positionne vraiment sur la thématique intelligence artificielle et qui propose des décryptages, des regards d'experts et des conseils pratiques sur comment intégrer l'IA dans ses process. Donc ça, elle est hyper suivie. Donc ça c'est émis directement depuis l'entreprise. Et après, il y a aussi d'autres newsletters. Vous connaissez sans doute The Climate Chronicles de AXA Climate, donc qui propose aussi des décryptages sur les transformations durables en cours dans les organisations. Et après, il y a d'autres types de newsletters LinkedIn qui sont plus là pour le coup incarnés par un top leader voice de l'entreprise. Donc ça vient du compte de l'entreprise, mais en plus, on peut y adosser le médaillon de la personne qui porte sa voix. Et du coup, là, on va adresser des thématiques spécifiques et surtout des points de vue un peu plus conseils pratiques pour les dirigeants. Donc c'est ce qu'on a avec Emerging Leaders, par exemple, la newsletter des cabinets de conseil ou Business Leader Imperatives. Donc là aussi, le fait d'intégrer dans la promesse éditoriale et dans le titre directement une accroche pour ces décideurs, ça permet de booster le nombre d'abonnés et c'est assez efficace. Donc ça, c'est quelques exemples que je vous invite à regarder. Sur la partie podcast, donc on en parlait juste avant, donc c'est vraiment un levier qui permet à la fois d'installer le positionnement de l'entreprise, parce que c'est pas du tout de contenu promotionnel ou publicitaire, mais ça permet de s'associer à des thématiques, des combats sur lesquels que l'entreprise soutient ou qu'elle a envie de développer. Et avec un côté vraiment incarné et authentique. Donc le côté invité, partage d'expertise, interview, ça marche super bien. Après, il faut avoir aussi en tête que c'est un investissement dans le sens où il faut, pour pouvoir émerger aux côtés des podcasts de médias,
Il y a beaucoup de podcasts de marques qui se lancent mais qui s'arrêtent au bout de quelques épisodes. Donc pour avoir ceux qui ont une vraie pérennité, je pense notamment au podcast de Saint-Gobain, Le pouvoir caché des matériaux. Il y a le podcast également de L'Oréal sur les engagements du groupe ou d'Orange sur un petit peu des enjeux prospectifs. C'est d'avoir aussi des logiques de diffusion donc sur les principales plateformes d'écoute, mais aussi de médiatisation pour pouvoir se placer dans des médias affinitaires. Donc là aussi, avoir pensé directement la diffusion et la promotion en amont pour pas uniquement capitaliser sur ces canaux habituels. Voilà, donc privilégier les interviews et évidemment soigner la qualité de la conception du script jusqu'à l'enregistrement, la post-production et la diffusion. C'est clé aussi pour maintenir l'écoute et l'attention des décideurs. C'est des formats autour de plutôt 15-20 minutes aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux. Donc ça aussi, ça se stabilise sur ce format. Donc quelques exemples aussi pour le particulièrement successful auprès des décideurs. Donc il y a le podcast de Mathieu Stéphanie, vous connaissez certainement, Génération Do It Yourself. Des podcasts aussi de grandes écoles ou qui ont aussi leur master exécutif, donc comme Harvard Business Review qui a lancé son podcast Coaching Real Leaders, Entrepreneurs du futur. Voilà, donc tout ce qui va leur permettre aussi d'avoir des clés de réussite, mais avec toujours un angle d'attaque quand même très précis. Voilà, donc ça aide les CEO et les C-levels à relever des défis professionnels qu'ils ont. Et c'est des podcasts qui sont installés maintenant depuis plusieurs années et qui vont pouvoir déployer leur audience autour avec toujours des invités renouvelés et des thématiques élargies. Et donc sur les podcasts d'entreprise, voilà, donc celles que je citais, donc il y a aussi des podcasts d'AXA, LVMH qui fonctionnent super bien. Donc avec des clés en étant sûr d'être au clair sur les objectifs, les segments d'audience qu'on vise et les facteurs clés de succès aussi de ce podcast avec de la médiatisation. Un format aussi qui rejoint donc le constat de besoin de contenu Thought Leadership de ces audiences. Donc là, en complément du coup de la partie podcast et newsletter, ce qui fonctionne le mieux en termes de format pour ces audiences-là, c'est vraiment de penser des campagnes de Thought Leadership. Donc c'est-à-dire vous avez certainement peut-être une fois par an une étude, un livre blanc ou un baromètre qui fait référence dans votre secteur que vous publiez. Donc là, de pouvoir accompagner le lancement de ces études-là avec des contenus complémentaires qui parlent à ces audiences, comme les tribunes de dirigeants. Ça vient vraiment aussi compléter et partager la vision et les convictions de l'entreprise avec un regard plus personnel. Donc les tribunes, c'est vraiment un format avec vraiment conviction personnelle, partage de vision, et qui ont le double avantage de pouvoir être publiés donc, sur LinkedIn, donc d'adresser directement toute l'audience, la communauté de l'entreprise et du dirigeant, mais également c'est un format sur lequel les médias sont très friands, donc il y a pas mal de tribunes qui sont reprises dans le cercle des échos, même dans le monde, voilà, donc que ça soit du payant ou du owned, c'est toujours efficace pour amplifier son reach auprès de cette audience-là. Donc les tribunes, c'est vraiment un point déterminant que mettent en place par exemple tous nos clients pour être sûr d'accompagner les grandes thématiques et les grands temps forts de l'entreprise avec des prises de parole incarnées et des convictions. Ouais, donc là, elle a du succès évidemment si elle est en lien avec l'actualité, avec une problématique que se pose cette audience-là, qu'elle est bien structurée et qu'elle apporte vraiment une vision personnelle et authentique sur une thématique. Voilà, donc quelques exemples de tribunes qui ont été reprises dans le cercle des échos, dans la presse quotidienne, sur LinkedIn. Et ça peut aussi avoir le corollaire, ça peut aussi avoir le relais post un peu plus court et snack content, donc par exemple citation, slider, chiffres clés animés, qui permet aussi de faire écho à cette tribune et de la distribuer plus largement. Sur le format aussi Thought Leadership qui viennent compléter de manière plus multimédia aussi et plus actuelle, complémentaire, c'est les séries vidéo YouTube. Donc ça reste encore relativement marginal sur la partie Thought Leadership, on les voit plus en B2C, mais en B2B, c'est aussi des formats qui prennent de plus en plus. Donc vous avez peut-être vu sur Les Échos, il y a un an, ils ont revu complètement leur stratégie vidéo avec vraiment des séries qui reprennent les codes Combini, Brut et qui permettent de décrypter des grandes success stories d'entreprises françaises et européennes, de voir aussi les formats où ils insèrent de l'image d'archives, de l'iconographie et des habillages qui sont assez actuels. Et ils ont vraiment multiplié par 3 ou par 4 leur audience sur ces séries vidéo. Donc il y a une place à prendre aussi sur l'information économique via des vidéos et des chaînes YouTube et des playlists. Et pour vous montrer quelques exemples, donc il y a la FinTech Finery qui a lancé sa chaîne vidéo YouTube et qui cumule aujourd'hui près de 200 000 abonnés. Donc c'est un vrai levier de diffusion. Ils ont un rythme hyper soutenu, 2-3 vidéos par semaine. Donc c'est vraiment une série, un dispositif à part entière, mais qui a l'avantage de pouvoir
en fait, humaniser le leadership aussi de l'entreprise et le mettre dans les codes actuels, modernes et dynamiques. Donc voilà, c'est un vrai pendant et complémentarité par rapport aux tribunes un peu plus traditionnelles. Et pareil, du coup, d'autres influenceurs, experts B2B qui lancent leur propre chaîne YouTube. Donc là, ça peut être soit développez-vous votre propre série vidéo avec un parti pris clair, ou alors vous associez avec des influenceurs ou des experts B2B qui peuvent aussi avoir, eux, déjà une communauté installée sur ce réseau. Et du coup, le point aussi de format auquel on pense un petit peu moins, mais qui est hyper efficace pour toucher les décideurs, c'est d'avoir en tête du coup les réseaux d'alumni des grandes écoles et de pouvoir s'insérer dans les dispositifs magazines qu'ils ont. Donc là, on connaît les traditionnelles sponsorisations d'entreprises, notamment pendant les salons d'alumni, d'étudiants, pour convaincre aussi des futurs décideurs de rejoindre leur entreprise. Mais il y a aussi des publications qui sont actuelles et régulières qui visent du coup tous les executive members qui suivent leur MBA, mais aussi les dirigeants qui gravitent autour de leur réseau. Donc il y a par exemple les publications dont vous connaissez certainement, donc Harvard Business Review, il y a The Choice aussi de l'ESCP, les publications de grandes écoles scientifiques ou écoles de commerce, qui mixent du coup des portraits de dirigeants, des success stories, des témoignages également. Donc réussir aussi à s'insérer dans ces publications, c'est un vrai levier, un quick win aussi qu'on peut avoir auprès des décideurs. Et on a aussi pas mal d'entreprises clientes qui lancent évidemment leur propre magazine dans ces codes-là pour pouvoir toucher une cible et faire le pendant par rapport à des événements ou des talks qu'ils organisent. Par exemple, donc, quand ils organisent un événement ou un forum pour toucher les décideurs, ils ont aussi le pendant magazine print pour laisser un objet un peu premium, statutaire, que les personnes vont pouvoir consulter bien après l'événement. Et du coup, les newsletters spécialisés dont on discutait, donc ça, c'est avoir bien compris les attentes de vos audiences. Et donc ça, on a pas mal de clients aussi qui entament des refontes de newsletters pour se dire, pour cibler les décideurs, il faut qu'on propose différents niveaux d'information dans cette newsletter, donc chiffres clés, informations plus poussées, stratégiques, des retours sur le terrain, des success stories et des points de vue d'experts externes aussi à l'entreprise pour apporter un point de vue singulier. Donc ça, avec les bons codes de structuration, de mix, informations visuelles et écrites, ça permet vraiment d'avoir des super taux d'ouverture et de toucher directement une audience qui, autrement, n'aurait pas connaissance de vos thématiques, de vos actus ou de votre stratégie. Donc ça, sur une newsletter, que ce soit une newsletter financière, corporate, interne ou autre, quand elle est bien structurée, on peut très bien avoir des taux d'ouverture autour de 40-50% et avoir des taux de clic et un reach qui est cohérent par rapport à cette audience. Et le dernier point aussi dans les formats qu'on a observé dans cette étude, c'est l'émergence des messageries instantanées. Donc ça, c'est vraiment le côté réseau ultra exclusif où ils vont du coup interagir avec leurs pairs et suivre du coup des messageries, des réseaux spécifiques qui sont proposés notamment par les médias. Donc évidemment, tous les grands médias ont leur propre messagerie et flux d'infos sur WhatsApp notamment. Donc là, nous, à notre connaissance, on n'a pas encore de clients qui ont développé leur propre chaîne WhatsApp, mais en revanche, en faire partie ou en tout cas réussir à partager des infos exclusives, type rapport exclusif, témoignages, success story ou insights un peu stratégiques sur ces plateformes, c'est aussi hyper efficace pour toucher, encore une fois, un nombre de typologies de décideurs que vous avez en tête et que vous souhaitez atteindre. Donc du coup, pour finir un petit peu cette présentation et ce panorama sur les grandes tendances à suivre sur les prochains mois et les prochaines années qui dessinent un petit peu les leviers d'info des décideurs. Donc on l'a vu, ils font vraiment hyper attention à la source d'infos et au crédit qu'ils accordent aux sources d'infos qu'ils ont. Donc les médias haut de gamme payants, c'est vraiment une tendance qui va se poursuivre parce que donc déjà les médias d'infos économiques français et internationaux se basculent de plus en plus sur des modèles d'une monétisation payante, donc avec des abonnés modèle freemium ou paywall. Parce que dans un contexte aussi de surinformation, de désinformation aussi avec les fake news et des contenus générés de plus en plus par l'IA à grande échelle, en fait, ils ont besoin, ça devient un peu des valeurs refuges où ils disent ça, je sais que c'est de l'info que je paye qui est de qualité. Donc on pense par exemple à Politico ou Contexte. Donc ça, réussir à s'insérer de la bonne manière dans cet écosystème et adopter les codes journalistiques de ces médias, c'est aussi être une source de crédibilité qui va devenir de plus en plus clé pour réussir à émerger auprès de ces décideurs. La deuxième tendance, ça va être la personnalisation des contenus. Donc là, c'est l'enjeu aussi de pouvoir, à partir d'un contenu cœur que vous publiez dans l'année, donc type études, livre blanc ou baromètre, de pouvoir recycler en contenu plus court
et adapté au segment d'audience que vous visez. Donc, par exemple, si vous ciblez je sais pas, des directions financières, des CTO, des Chief Innovation Officers, de réussir à adapter l'angle ou le contenu par rapport à ces cibles. Et donc ça, l'IA, évidemment, est un super levier pour pouvoir faciliter le travail sur la personnalisation de ces contenus et leur recyclage sur des contenus plus courts, voilà, plus digestes pour ces audiences, avec l'attention à avoir, c'est qu'il faut vraiment des guidelines hyper rigoureuses pour être sûr que chaque déclinaison voilà, est pertinente par rapport aux attentes de ces cibles. Donc personnalisation des contenus, échange interpersonnel du coup avec l'essor des webinaires, des talks, le fait d'avoir besoin de se rencontrer et de créer aussi un dispositif mix format et mix canal. Et c'est ce que soulignait également Charlotte, la directrice marketing de KPMG, sur le fait voilà, que le digital et le présentiel, c'était deux armes complémentaires pour pouvoir toucher les décideurs de manière voilà, régulière et opportune tout au long de l'année. Et la communication du coup anti-greenwashing. Donc ça reste évidemment un prérequis pour les décideurs. Donc on a en tête certaines campagnes de pub un peu tapageuses qui ont pu voilà, être pointées du doigt sur la partie greenwashing, mais sur tous les contenus décideurs que vous les publiez sur LinkedIn, sur des newsletters ou autres, hyper important d'être vigilant à ce que vous apportez comme information, notamment sur la partie engagement, parce que c'est des informations qui sont de plus en plus scrutées, donc il faut apporter les bons ordres de grandeur, il faut que ce soit de l'information qui soit factuelle, étayée, prouvée et incarnée si possible. Et éviter aussi l'écueil inverse qui s'appelle le green hustling, donc c'est le fait de rien dire, d'être très silencieux sur cette thématique, de peur de se prendre un coup de bâton. Et ça, c'est aussi, autant ça pouvait passer il y a quelques années, maintenant c'est devenu aussi très suspect de pas du tout s'exprimer sur ces sujets. Donc voilà, il faut trouver aussi le bon équilibre en fonction de son niveau de maturité sur les sujets RSE et engagement pour pouvoir voilà, être crédible et engager des discussions de qualité aussi sur les enjeux de transformation sectorielle. Voilà, donc du coup, voilà, bien connaître ses audiences, segmenter son audience, s'appuyer sur des partenaires, des porte-paroles identifiés dans l'entreprise pour toucher et asseoir sa crédibilité auprès de cette audience-là. Choisir ses combats aussi, c'est important. On n'est pas obligé de parler de toutes les thématiques pour tous les décideurs, mais vraiment choisir peut-être 3-4 grandes thématiques qui vont porter les éléments stratégiques de l'entreprise et se positionner, ancrer son positionnement d'acteur incontournable sur ces thématiques grâce à du podcast, du thought leadership, de la newsletter qui va être adressé sur les bons canaux. Voilà. Et après, créer la différence sur tout ce qui est communication qu'on appelle globale. Donc, si vous avez une envergure ou si vous souhaitez toucher des décideurs dans plusieurs zones géographiques, avoir vraiment une cohérence d'ensemble avec des guidelines un petit peu voilà, globales pour pouvoir avoir des messages clés qui sont audibles et après des déclinaisons en fonction des marchés qui puissent être aussi pertinents par rapport à leur culture et la manière dont ils vont appréhender vos sujets. Et sans transition, du coup, pour vous partager quelques points de notre méthodologie, l'instant pub. Voilà, en tout cas, on a à cœur d'accompagner les entreprises sur ces sujets qui ne sont pas évidents, mais quand ils sont faits de la bonne manière, c'est hyper efficace. On peut avoir des chiffres, de l'impact quand même assez rapidement. Et voilà, on peut prouver ça. Donc, du coup, on aide globalement les entreprises à bien connaître leurs audiences. Donc, vraiment éviter l'écueil de on cible tous les décideurs en général, mais en fait, à qui vous adressez? Est-ce que c'est les 150 DAF en France ou est-ce que vous en visez plutôt 5000? Donc, bien connaître, bien se positionner au sein de son écosystème, comprendre ce que font les concurrents pour s'insérer de la bonne manière dans les conversations existantes et appuyer ses stratégies sur des données factuelles. Ça, c'est hyper important, sortir de la position un peu incantatoire. Et après, du coup, développer les bons flux de contenu, donc la prod éditoriale et multimédia, sur les bons canaux pour informer ces audiences-là. Voilà, et capitaliser après sur des leviers de diffusion supplémentaires comme vous connaissez les relais presse, LinkedIn Ads, SEO, SEA, pouvoir travailler ces aspects, des partenariats influenceurs pour pouvoir amplifier à plus large échelle l'impact de vos messages. Voilà, j'espère que je suis restée à peu près dans les temps. Est-ce que vous avez peut-être des questions, des points qui vous font réagir, comme on a la chance d'avoir peut-être 5 minutes de plus, comme il n'y a pas de conférence après? D'abord, je voudrais vous féliciter parce que pour moi, il y a du contenu. Ce n'est pas toujours le cas de conférence. Ce qui me surprend, moi, c'est l'importance apportée à LinkedIn. Enfin, je le pratique énormément, mais je trouve que l'information est souvent un peu superficielle. Le contenu corporate est quand même un peu bateau. Ils n'ont pas le greenwashing, mais enfin, LinkedIn, il y en a beaucoup. Donc, ouais. ce qui explique ce succès. Oui, en fait, il y a un effet
à la fois de volume, parce que donc, effectivement, de fait, il y a énormément de décideurs qui s'informent sur cette plateforme. Donc ça reste une fenêtre de visibilité qui est réelle et qui permet d'adresser quand même assez rapidement un grand volume de personnes en même temps, que ce soit d'ailleurs des salariés de l'entreprise ou de l'externe, parce que c'est une plateforme qui réunit quand même beaucoup d'audiences différentes. Et après, effectivement, on a pas mal de clients qui déplorent la mise à jour des algorithmes qui privilégient des contenus très, qui donnent envie de cliquer, de dérouler, mais sans forcément apporter du fond. Donc voilà, après c'est un parti pris. Ce que je trouve positif sur ce réseau social, c'est quand même qu'on peut avoir des discussions qui sont pas trop polarisées. Enfin, on peut réussir à installer un débat, créer de la discussion sur des discussions qui sont constructives. Après, chaque entreprise a son propre parti pris d'animation corporate. Il y en a qui restent très superficiels, plus marque employeur, pour attirer des candidats, et ça reste un levier tout à fait valable pour ça. D'autres qui vont un petit peu plus profondément dans les sujets. Donc pour moi, l'intérêt, c'est de pouvoir vraiment capitaliser sur les deux, à la fois le côté, la fenêtre de visibilité corporate que ça offre aux entreprises via notamment cette partie newsletter, et la fenêtre de visibilité plutôt faire connaître ses experts via du coup les top managers qui ont des vraies communautés qui s'installent et qui sont très écoutés et attendus sur ces réseaux-là. Quand vous avez le PDG de Siemens ou de Orange qui s'exprime ou qui partage, ou la directrice RSE de L'Oréal qui s'exprime sur un sujet sur LinkedIn, et voilà, ça va être très suivi, commenté, et c'est aussi, ça participe aussi de la réflexion et de la transformation des secteurs en cours. Donc pour ça, c'est une plateforme relativement accessible qui permet, quand c'est bien réalisé, de partager des insights auprès d'une audience sans forcément payer des 1000 et des 100 à la presse pour un encart dans une publication. Donc c'est vraiment complémentaire. Alors, il y a les cas de greenwashing à Ori, c'est ceux qui peuvent être épinglés parce que qui ne respectent pas la loi, donc notamment sur des campagnes pub qui ont des informations fallacieuses ou trompeuses pour le consommateur. Donc ça, on en voit pour certaines campagnes de pub. Là, la récente campagne Shein et Havas qui a été épinglée parce que informations qui pouvaient être, qui sont trompeuses pour le consommateur. Donc ça, c'est celles qui sont à haut risque parce que vraiment un risque réputationnel et économique pour le coup pour l'entreprise. Et après, il y a d'autres niveaux de risque qui sont moindres, mais qui restent à long terme quand même dommageables pour l'entreprise.